La Révolution est fille de la misère, écrivait Jules Michelet dans sa monumentale Histoire de la Révolution française. Selon lui, c'est la misère qui aurait poussé les Français à la révolte, une misère provoquée par des récoltes désastreuses, ruinée par une météo épouvantable qui aurait engendré la famine. Le film, réalisé pour le bicentenaire de la Révolution française en 1989, composé de deux parties, les années-lumière et les années terribles, a contribué largement à cette image dans les mémoires, avec ce tableau entre autres de la Marche des femmes de Paris en octobre 1789, venue réclamer du pain au roi, et dont l'une d'elles s'effondre de faim pendant le trajet vers Versailles, qui est alors distant de 20 km de Paris. Mauvaise météo et mauvaise récolte ont-elles causé la Révolution française ? Le début de l'été 1788 est très chaud, le grain grille véritablement sur pied. Dès le mois de juin, les récoltes s'annoncent médiocres. En juillet, le déficit de pluie est de 40% dans le nord de la France et dépasse les 80% dans le sud-est. Les récoltes semblent déjà compromises, alors que beaucoup de révoltes, à l'époque moderne, naissent de crises frumentaires, de crises de l'alimentation en blé. On s'attend donc déjà à une agitation populaire importante au cours de la fin de l'année 1788. Le 13 juillet 1788, un orage particulièrement violent traverse la France, des Landes jusqu'à la Belgique, laissant plus de 1000 villages dévastés et ruinant une partie des récoltes de céréales. L'orage se forme à l'embouchure de la Gironde, à minuit, se dirige vers le nord-nord-est. La grêle tombe à Poitiers, elle est à Chartres à 7h, Rambouillet à 8h, Paris 8h30, à Douai à 11h, à Utrecht dans les Provinces-Unies à 14h30. À Rambouillet, où le roi Louis XVI séjourne, 11 749 vitres et ardoises du château sont pulvérisées par la grêle. Par endroits, les grêlons ramassés atteignent plus de 5 carterons, l'équivalent de 600 grammes. Les dégâts occasionnés par cette grêle sont estimés pour l'ensemble du royaume de France à 25 millions de livres. À titre de comparaison, les recettes du royaume s'élèvent alors à 503 millions de livres. C'est donc une catastrophe majeure. Devant l'ampleur du désastre, Louis XVI charge une commission de dresser une carte de l'orage, une première niveau météorologie. Le rapport de la commission sera remis au roi en juin 1789. Dans un arrêt de son Conseil d'État daté du 26 juillet, Louis XVI décide d'affecter aux villages sinistrés le produit des 12 millions de la loterie royale. Dès le mois d'août 1788, des émeutes éclatent à Lamballe en Bretagne et en automne en Provence et en Languedoc, où la sécheresse a été la plus marquée. Ce sont des émeutes de la faim. La récolte est effectivement mauvaise, de 20 à 30% inférieure à la normale selon les régions. Il faut remonter à 1774 pour retrouver un tel déficit de récolte qui avait alors été à l'origine d'un épisode appelé la guerre des farines, une révolte provoquée par la hausse du prix du pain survenue au printemps 1775 suite à des mauvaises récoltes. Puis vient l'hiver 1788. Ce dernier hiver avant la Révolution sera un hiver froid, très froid, vraiment froid. La vague de froid arrive dans la deuxième quinzaine de novembre et les températures chutent brutalement en décembre 1788. À Mulhouse, le 19 décembre, le marchand Engelmann, qui note les températures jour après jour, relève moins 25 degrés à son thermomètre de Réaumur, soit l'équivalent de moins 31 degrés Celsius environ, puisque 4 degrés Réaumur valent 5 degrés Celsius. L'échelle de Réaumur sera d'ailleurs l'échelle de température officielle utilisée en France jusqu'en 1794 et l'adoption de l'échelle Celsius. À Cherisy, en Eure-et-Loire, la barre des moins 25 degrés Celsius est franchie le 29 décembre 1788. À Paris, la température atteint moins 21,8 degrés Celsius le 31 décembre 1788.
La moyenne du mois de décembre, selon le thermomètre du Bourget, sera de moins 6,8 degrés Celsius pour le mois de décembre 1788. Le 7 janvier 1789, il fait encore moins 15 degrés à Lantilly dans le Rhône. Dans la plupart des localités, c'est la nuit du 9 au 10 janvier 1789 qui sera la plus froide de cet hiver. Un froid qui s'accentue à nouveau jusqu'aux environs du 15 janvier. Ces températures extrêmes compliquent la vie quotidienne des Français. En certains endroits, la terre gèle jusqu'à 24 pouces de profondeur, l'équivalent de 75 cm. Dans la plupart des paroisses, on a du mal à enterrer les morts dans les cimetières. La terre est trop gelée. Beaucoup d'inhumations se font donc sous les dalles des églises. Sur l'autel, le vin gèle dans les burettes, tout comme il gèle d'ailleurs dans les caves. Comme la neige est tombée en grande abondance, les blés restent protégés en terre, mais en Alsace, les vignes gèlent au-dessus de la neige et il faudra recéper au printemps. Dans les vergers, les arbres fruitiers meurent en grande quantité, tout comme les noyers, les châtaigniers et dans le midi méditerranéen, les oliviers. Les voies navigables sont coupées, toutes les rivières sont gelées. On traverse le Rhin, le Rhône ou encore la Seine à pied avec des charrettes chargées. À Marseille, les bords du bassin du Vieux-Port sont couverts de glace. Les ports de la Manche sont bloqués et un témoin décrit des glaces flottantes serrées interdisant toute navigation entre Calais et Douvres. La Charente, qui a charrié des blocs de glace tout au long du mois de décembre, finit par geler intégralement jusqu'à son embouchure. En janvier 1789, elle est recouverte d'une croûte de glace de 22 pouces, soit 60 cm d'épaisseur. Le 8 janvier 1789, devant le bourg de la Flotte sur l'île de Ré, la mer a gelé et a pris dans les glaces de nombreux navires. Dans la soirée, une brise du sud se lève et, ajoutée à la marée descendante, fait céder un banc de glace de 3 lieues d'étendue qui entraîne avec lui 40 navires qui perdent leurs ancres et sont jetés sur la côte. Le dégel n'arrivera complètement qu'au 13 janvier 1789. Les conséquences du gel des voies d'eau sont désastreuses pour la population. Le gel des rivières entraîne en effet l'arrêt des moulins. Les pauvres qui n'ont pas de réserve de farine sont réduits à la misère et le prix du pain ne fait qu'augmenter. À la débâcle, au moment où les glaces cèdent, beaucoup de ponts et de moulins sont emportés par les glaces. À Orléans, les glaces craquent ainsi le 18 janvier et s'amoncellent jusqu'au parapet des ponts et au sommet des levées, les digues qui protègent les bords de la Loire. Les levées cèdent à leur tour et les glaces sont entraînées dans le Val où elles ravagent les terres agricoles et les vignes. Le même phénomène se produit d'ailleurs à Tours le 22 janvier. La plupart des habitants des villes n'ont plus de bois pour se chauffer, tant il est rare et cher, puisque les trains de bois flottés sont arrêtés par les glaces. Pour surmonter la crise, la charité s'organise. À Lyon, le lieutenant de police réquisitionne les farines et fait venir 800 bennes de charbon de terre, les pierres de charbon comme on dit alors, par jour pour les distribuer aux pauvres. Des soupes populaires sont organisées par charité. À Paris, le curé de la paroisse Sainte-Marguerite, Faubourg Saint-Antoine, donne de la soupe chaude à 8000 personnes tous les jours. Des souscriptions sont ouvertes pour recueillir argent et vêtements, et des comités de bienfaisance s'organisent. Voici quelques exemples d'actions prises en Aunis pour lutter contre la crise. À Saintes, le procureur du roi, de Rhône, offre aux boulangers 150 livres par semaine à condition qu'ils réduisent à 30 deniers le prix du pain noir, la nourriture des plus pauvres. Un habitant de Cognac, Camina de Châtenay, achète du blé et le fait vendre aux pauvres à perte. Le colonel du régiment d'Agénois en garnison sur l'île d'Oléron se présente au comité de bienfaisance du château d'Oléron. Dès le début du mois de décembre, il autorise à faire délivrer par les administrateurs, sur le compte de son régiment, du pain et du bois pour la nourriture et le chauffage des pauvres de la paroisse. Les grands seigneurs et la famille royale distribuent aussi des aumônes. La reine Marie-Antoinette donne ainsi 12 000 livres sur sa cassette, son argent personnel. Le prince de Condé envoie lui aussi 12 000 livres à la ville de Dijon. Le roi visite les malheureux et distribue de l'argent.
Cette image d'un roi charitable qui prend soin de son peuple sera amplement reprise à la Restauration. Cette crise climatique va jouer un rôle de déclencheur, mais seul ne suffit pourtant pas à expliquer l'origine de la Révolution française. La hausse des prix du pain est brutale suite au mauvais temps de 1788. Dans la société de l'Ancien Régime, le lien entre faiblesse des récoltes et hausse du prix des denrées est un lien quasiment mécanique. Toutefois, cette hausse des prix n'est exceptionnelle que par les prix atteints dans certaines régions et non pas par sa brutalité. D'autres flambées brutales des prix du grain avaient déjà eu lieu en 1750 et 1775 notamment. Les études régionales le montrent bien, comme celle de Brigitte Maillard sur les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle, mais aussi des travaux plus anciens, comme ceux de l'École des Annales, sur les fluctuations du prix du froment à Paris. Ainsi, ces travaux démontrent que c'est en 1741 que les prix du grain en ville ont été les plus élevés, atteignant 37 livres tournois le setier de blé, contre seulement, entre guillemets, 24 livres tournois le setier de froment en 1788. À la veille de la Révolution française, l'enrichissement en France est global. Plusieurs signes flagrants l'attestent. Allongement de la durée de la vie, accroissement de la population, plus grand nombre de lettrés issus des classes moyennes, ce qui a fait d'ailleurs écrire à Jaurès, répondant à Michelet, que la Révolution est non pas fille de la misère, mais plutôt fille de la prospérité. Les inégalités toutefois se creusent entre des riches qui s'enrichissent encore davantage, et des pauvres qui vivent alors à la frontière de l'indigence, et qui, eux, vont ressentir plus durement encore les effets de cet épisode de froid. Tout le monde, toutefois, ne sera pas frappé de la même façon par l'envolée des prix. Les individus économiquement dépendants se retrouvent menacés par un déclassement social qui peut les faire glisser dans la pauvreté. Ainsi, de nombreux paysans tirent un surplus de revenus essentiels de la viticulture en 1788. Or, les vendanges de 1788 sont bonnes, même trop bonnes précisément, le cours du vin s'effondre. Le Bordelais, durement touché par la grêle, se retrouve totalement ruiné. Les paysans bordelais, qui tiraient des revenus de la vigne, perdent tout. En Touraine, les prix du vin sont en 1788 divisés par 10. On ne meurt plus de faim dans la France du XVIIIe siècle. Le pays n'a plus connu de famine depuis 1709. À l'issue d'un hiver long et très rigoureux, en 1709, le prix des céréales, dont les semences avaient gelé, avait flambé, atteignant 10 fois son prix de l'année précédente. Emmanuel Leroy-Ladurie, historien du climat, estime que 1 800 000 personnes seraient mortes en 1709-1710, soit près de 8% de la population de la France de l'époque. 600 000 personnes mortes de froid durant ce terrible hiver, et 600 000 autres qui périssent de ses suites, malades et affamés. Pourtant, en 1710, il n'y a pas eu de Révolution française. Citons Jean-Christian Petit-Fils dans son portrait de Louis XVI. Si la maturation intellectuelle et la crise des structures de l'Ancien Régime avaient été assez avancées, c'est pendant ces années de misère du grand hiver de 1709 que la Révolution aurait éclaté. Jamais à l'ère moderne, la condition des Français n'avait été aussi tragique. En 1788, on compense la perte de la récolte de froment en août par une consommation plus importante d'autres céréales récoltées plus tôt. De l'orge de la fin du printemps, ou encore de l'avoine précoce récoltée en début du mois de juillet. Troisième raison qui fait qu'on peut affirmer que la Révolution française n'est pas née seulement d'une mauvaise météo, il faut insister sur le fait que la Révolution est un épisode aux causes multifactorielles. Pour Jean-Christian Petit-Fils, dans la recherche des causes de l'explosion révolutionnaire, l'historien doit se garder d'un double écueil, celui de tout expliquer par la crise économique ou au contraire par la seule force des idées. Donc, les causes économiques et le poids des idées nouvelles se combinent pour expliquer l'origine de la Révolution française. De mauvaises récoltes et une hausse des prix des denrées ne sont pas suffisantes pour engendrer des révolutions. Il y avait encore un pas gigantesque à franchir, écrit Emmanuel Leroy-Ladurie. Ce pas sera franchi l'année suivante,
de ce drôle d'été 1788 pour quantité d'autres raisons, essentiellement politiques et sociales, qui n'ont rien à voir avec le climat. Parmi ces raisons, on peut citer la crise financière que traverse l'État, que nous avons traitée dans la première vidéo de ce cycle consacré aux causes de la Révolution, la crise sociale d'une société divisée en 3 États inégaux, noblesse, clergé et tiers-État, la montée en puissance économique de la bourgeoisie, alors privée de droits politiques, tout comme le reste du tiers-État, la crise institutionnelle que traverse la monarchie française, et enfin l'influence des idées nouvelles, les idées des Lumières, difficiles à quantifier. Le climat désastreux de 1788 n'explique donc pas seul le déclenchement de la Révolution française. Il a toutefois joué un rôle essentiel dans la réaction viscérale des foules, pour citer à nouveau Jean-Christian Petit-Fils. Un hiver qui n'est pas une cause directe de la Révolution, mais qui aura une toute autre incidence. Il va permettre au XIXe siècle d'affirmer que la Révolution est née de la misère du peuple, ce qui rassure tout le monde. Pourquoi ? Parce que la violence qui naît de la détresse est dommageable, mais compréhensible. Elle unit dans une même culpabilité ceux qui se vengent et ceux qui n'ont pas voulu accorder les moyens de vivre aux opprimés. Je vous laisse méditer cette phrase. Elle nous amènera à évoquer les inégalités dans la France du XVIIIe siècle dans une 3e et dernière vidéo consacrée aux causes de la Révolution. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.